Bonjour Cédric, on ne va rien faire de faux comme souvent à la télé aujourd'hui. Je te vois donc dans le cadre de mon livre-film, son titre Risque de chance, traduction littérale de l'idéogramme chinois du mot crise. Sa vocation, aider à faire naître celle des autres. Le cœur de son message, c'est rien ne peut empêcher ta contribution au monde, mais sais-tu quelle est-elle? Son histoire, ça sera la mienne et les vôtres, partagées en résilience, et ses thématiques ouvertes et portées par chaque personnalité très différente. Alors, mon cher Cédric, ma première question, dans ton parcours d'homme, de chercheur, de mathématicien médaillé Fields, d'époux, de papa et aujourd'hui de député, peux-tu me dire, s'il te plaît, quel est le plus beau risque dans la vie? Oh là là. Là, évidemment, je vais avoir une première pensée pour le risque de la paternité, parce que avoir des enfants, c'est se mettre en situation de danger. Il peut leur arriver quelque chose. On investit affectivement de façon tellement forte, et voilà, il y a un risque qu'on prend et qui est tellement beau, tellement fort. Et puis, au-delà de cela, le risque de se lancer dans une nouvelle carrière. Quand on a déjà établi sa respectabilité, son histoire dans une carrière, et qu'on doit se lancer dans une autre, un vrai saut dans l'inconnu. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Ça a été le risque de me lancer au début dans tel ou tel projet de recherche sans aucune assurance sur la finalité. Le risque de devenir directeur d'institut alors que j'étais chercheur, le risque de me lancer en politique alors que j'étais déjà reconnu comme scientifique. Et à chaque fois, on tire quelque chose d'oser affronter son risque. Justement, j'allais te demander comment l'as-tu vécu et qu'est-ce qui était vraiment important pour toi, voire plus grand que toi, dans ces différents risques de changement que tu as fait. Évidemment, peut-être de la paternité qui est peut-être le plus grand, mais ensuite. Là, ce moment où on prend sa décision et on se confie aux autres, aux événements, à ce qui est extérieur, et où, allez, le moment de la décision, et on se dit je n'irai pas contre le risque qui se présente devant moi, il est majeur. Le travail intérieur qui se fait auparavant, et tout ce que j'ai mentionné, alors pas la paternité est venue assez naturellement finalement, mais devenir directeur, entrer en politique, où maintenant, là, je suis dans une phase politique très particulière de ma vie, en train de me demander qu'est-ce que je vais faire par la suite. À chaque fois, ça a été des moments de grande introspection et où on affronte ce qui peut être sa crainte, sa timidité. Et où on sait à un moment, avec la tête, qu'on va les surmonter, mais il faut encore prendre le temps de les surmonter avec le cœur. Cédric, quelle est ta contribution au monde, ta mission, ta vocation, toi? Euh, Vaste question. En premier, utiliser mon cerveau, mes connaissances, mon expérience pour produire des choses. Et des choses originales. À un moment, ça a été produire des ouvrages de synthèse, des ouvrages de cours sur des domaines spécialisés qui me tenaient à cœur. La petite caméra qui m'enregistre là est posée sur un de ces ouvrages qui m'ont demandé tellement d'efforts, Optimal Transport, Ordet New. En second, ça a été de faire le passeur, parler aux uns et aux autres de tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'il peut y avoir, des motifs et de tout ce qu'il y a de grand dans la science. Et en troisième, combiner tout cela, parler aux uns et aux autres de la nouvelle offre politique à construire, à inventer, à mettre en place dans le climat actuel où on peut renouveler, dans lequel on combine les idéaux avec la science. Et je crois que ce qu'on fait, c'est toujours un compromis ou une synthèse entre plusieurs choses. Ce qu'on a envie de faire, ce qu'on est doué pour faire,
et ce dont on ressent que c'est son devoir de le faire, par fidélité et tout cela. Et aligner les trois, c'est pas forcément une mince affaire. Et il faut s'efforcer de ça. Tu prêches un convaincu. Le rôle essentiel d'un coach, c'est d'aligner les gens avec leurs valeurs. Et l'envie, le talent et le devoir, c'est pas rien. Qu'est-ce que tu reconnais en toi-même, par toi-même, qui te donne le goût de vivre, Cédric? Tout ce que j'arrive à apprendre et à expérimenter de nouveau régulièrement. J'arrive à 45 ans, c'est déjà pas mal, mais ce qui m'est arrivé dans les dernières années, régulièrement j'ai connu de nouvelles expériences. Avec la reconnaissance internationale, avec le management d'équipe, le fait de se lancer dans des projets de long terme, le fait de se lancer en politique, conduire des missions, mener campagne, ça a été ma grande leçon de cette année écoulée. À chaque fois, des nouvelles expériences. Et il y en aura d'autres. Ça donne le goût de vivre. Face aux difficiles, n'est-ce pas souvent en s'ouvrant à toute autre chose que les solutions naissent? Souvent, on a quelque chose de difficile et il faut arriver à combiner les différents problèmes ou les différentes problématiques pour arriver à les faire résonner et à sortir des problèmes. Mais pas si simple à faire souvent. Oui, des fois, on a un problème en face et il faut élargir le débat pour y voir clair. C'est vrai de certains problèmes très techniques, c'est vrai aussi de certaines étapes dans la vie. Est-ce un risque de chance, Cédric, d'être différent? Tout le monde a sa différence, je crois. Et la question souvent c'est est-ce qu'on l'assume ou est-ce qu'on la gomme? Est-ce qu'on gomme une partie et qu'on assume le reste? J'ai d'habitude toujours été attentif à assumer ce que je pouvais avoir de différent et attaché d'en faire une force. Mais est-ce un risque de chance de passer de la science au Parlement? Bien sûr. Et c'était pas quelque chose de naturel, et c'était pas quelque chose que j'avais en tête. Ça m'a fait vivre beaucoup de nouvelles choses, découvrir un nouveau monde, et ça va encore m'en faire vivre beaucoup. Cédric, est-ce un risque de chance de rendre service pour se sentir bien? Tu écris ça aussi. Rendre service, pour se très sentir important, bien. on se sent bien, ça fait partie de notre biologie. Et trouver comment répondre aux attentes, bien sûr. Très important. En quoi c'est très important? Ça fait partie de la fierté, partie de l'estime qu'on a pour soi-même, l'estime qui est liée au don qu'on fait, est certainement plus saine que l'estime qu'on a en demandant aux autres une confirmation de sa propre valeur. Je pense qu'elle est aussi, celle-là est inscrite dans notre biologie. Et ça fait partie de ce qui nous fait des êtres sociaux. Est-ce un risque de chance d'être français en Chine? Ce n'est pas facile d'être français en Chine. Un français en Chine, très bien vu, parce qu'il y a la réputation de la France à l'international, mais on aura du mal à s'intégrer, bien sûr. La Chine est un pays qui est difficile de pénétrer. La France et la Chine ont des affinités, et être français en Chine dépend des situations. Peut-être un risque de chance, ou certains diront qu'au contraire, c'est un pays dans lequel il n'est pas si facile de prendre sa chance.
J'en ai connu des Français en Chine. Ils sont tous revenus, tout en considérant leur expérience là-bas comme très intéressante ou très enrichissante. Est-ce un risque de chance de sortir de la forêt de notre monde, comme ton guide indien Ayoreo au Paraguay? Est-ce un risque de chance de sortir de la forêt de notre monde, comme ce guide? C'est une vraie question. Merci. C'est une vraie question. Et je sais que celui que j'ai rencontré, je sais qu'il le regrette. Côté paradis perdu. Et ça aurait pu être un risque de chance, disons, être un risque très positif si la société avait su comment accueillir et mettre en valeur ces rescapés. Vraie question pour nos sociétés. La balle est dans notre camp. Ça sont des cas de figure qui se posent en Amérique latine, dans quelques autres endroits du monde. C'est pas facile. C'est aujourd'hui ou hier qu'a été annoncé que le gouvernement australien rend des terres aux aborigènes après plusieurs décennies de combats juridiques. Ils ont saisi leur chance, les aborigènes d'Australie, et dans ce cas-là, l'on tue, et ça va être passionnant de voir comment ils parviennent à s'emparer de ce qui était une revendication forte. La suite verra, la suite nous montrera. Qui es-tu comme magicien et que fais-tu en tant que magicien dans ce monde? Un jour, quelqu'un m'a dit, c'était après la médaille Fields, votre rôle, c'est de donner de l'espoir. Moi, je crois. Quelqu'un qui arrive et qui se retrouve avec des accomplissements qui n'étaient pas prévus, faire une trajectoire non prévue, qui peut inspirer, ça donne de l'espoir. C'est mon boulot. Des fois je réussis et des fois non. Sur ce mandat politique, ouais. Des moments où j'ai déçu et des moments où j'ai donné de l'espoir. Ça n'a pas de prix. Que voudrais-tu voir se réaliser dans le monde au travers de toi et au-delà de toi? L'enjeu le plus important de notre temps, sans conteste, est l'enjeu écologique, que ce soit du point de vue du climat ou du point de vue de la biodiversité, ou encore du point de vue des déchets. L'humanité a tellement de mal à s'en emparer. C'est pas qu'une question de courage politique, c'est aussi une question de prise de conscience de l'ensemble de la société, de comportement. Ça vient à tous les niveaux. C'est notre grand enjeu. Si je peux contribuer d'une façon ou d'une autre, ce sera... Je pourrais dire que j'aurais pas perdu mon temps. Avant de contribuer, il faut d'abord avoir de la capacité. Pour ça, il faut du pouvoir. Le pouvoir, il peut s'acquérir de plein de façons. J'ai connu le pouvoir de l'autorité scientifique, même si pas sur ce domaine. C'est aujourd'hui mon travail que de gagner le pouvoir politique, la capacité d'influence. Et ce sera toute une affaire. Et pour acquérir ce pouvoir, je dois passer d'abord par des choses qui n'ont rien à voir avec l'objectif. C'est le paradoxe. Certains leaders d'opinion parviennent à faire leur carrière complètement en phase avec leurs objectifs de long terme. Dès le début, en imprimant leur vision, ils parviennent. Et puis de mon côté, c'est une voie plus détournée, d'abord parce que scientifique, sur des sujets qui ne relèvent pas directement de la transformation du monde, et puis ensuite occupé à gagner mes galons en politique. Et ça va être une vraie question pour la suite de ma carrière,
comment j'arrive à concilier ça. Les objectifs de court terme, où j'affirme ma capacité d'influence, l'objectif de long terme, participant aux grands enjeux de l'humanité. Révolution, transition environnementale, mais aussi transition technologique. Comment est-ce qu'on s'approprie la technologie et comment est-ce qu'on vit avec, joue avec, en synergie avec. Et puis, les enjeux sociaux et politiques qui, à travers le monde, continuent d'être si forts. Dans une époque de grande confusion, de très grande confusion, et rien que parvenir à y voir un peu plus clair avec des objectifs, ce serait un grand pas. Qu'est-ce que tu aimerais mettre à la place du difficile de notre monde? La plupart des choses qui sont difficiles dans notre monde sont difficiles parce qu'il y a des vraies difficultés, des nœuds durs qui sont là. Ça ne viendront pas d'un coup de baguette magique. Moi, on peut expliquer et trouver des principes et des clés directrices. Une affaire. Thématique, c'est tout le but si on veut. On travaille dans un environnement très complexe, avec tant de possibilités, on veut trouver des lignes directrices. Des concepts, des enjeux, et juste dire, là, il y a une voie intéressante. Et politique aussi, il faut arriver à dégager des axes, à ordonner, à classifier. C'est très dur vu la très grande complexité dans laquelle on est et l'hystérisation que les médias font. Partages-tu la vision de Jean Vanier? Je ne sais pas si tu sais qui est Jean Vanier, c'était le fondateur de l'Arche qui faisait vivre des personnes atteintes de handicap avec des personnes valides. Et il a commencé avec 2 trisomiques il y a 30 ans et aujourd'hui il y en a dans le monde entier. Et cet homme que j'ai eu la grâce d'interviewer, il est mort il y a quelques mois, quelques semaines, et j'ai eu la grâce de l'interviewer avant son envol. Ça a été un moment absolument incroyable, parce que c'est un homme absolument incroyable. Et il a écrit un livre qui s'appelle, et c'est la question que je te pose, partages-tu la vision de Jean Vanier? Chaque personne est une histoire sacrée. C'est vrai. C'est vrai. Et le handicap a toute sa place aux côtés de la validité, si on veut. Le handicap a toute sa place. Pas seulement pour qu'on assure au monde du handicap les fonctions vitales, de quoi vivre, mais aussi des occasions de plaisir, de création et de fierté. Et d'apprendre d'eux. Et d'apprendre d'eux sont parfois des rencontres très inspirantes. Certaines des rencontres les plus charismatiques que j'ai pu faire dans ces dernières années, c'était des personnes lourdement handicapées. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie que tu souhaiterais voir continuer? Le fait de travailler avec des équipes, des jeunes motivés qui croient en moi, pour qui je représente et qui sont fiers de m'aider à accomplir les choses. Ça n'a pas de prix. As-tu un défaut dont tu souffres? J'en ai plein. Et beaucoup de gens qui me connaissent disent souvent, ok, beaucoup de capacité, de dons à réaliser des choses, mais attention à l'ego. Je ne nie pas qu'il y a peut-être un petit poil d'ego en trop par rapport à ce qui serait souhaitable. En matière de personnalité, je suis un ancien grand timide, un vrai grand timide, parti à la rencontre du monde, qui me suis retrouvé passant une partie de ma vie en hémicycle, sur les plateaux de télévision, avec des prises de parole publiques,
vu directement, indirectement par des millions de personnes. Ça semble un paradoxe, mais ça fait partie de mon histoire. Un très grand timide parti à la rencontre du monde. Et ça vient avec deux forces. La première force, c'est que les rencontres ne sont jamais anodines. Elles sont toutes intenses et je m'y investis. Et elles en sont d'autant plus fortes. De la même façon que un acteur qui fait une performance sans avoir le trac n'est pas bon, souvent. La deuxième force, c'est mon comportement face aux obstacles. Un ancien timide, par principe, ne va pas se laisser effrayer par les obstacles. Quand ils surgissent devant, il va mettre un point d'honneur à les affronter et à ne pas reculer. Chaque obstacle qui arrive sera l'occasion de renforcer sa détermination. C'est quoi l'intention positive qui se cache derrière ce défaut? Par rapport à l'égocentrisme, c'est peut-être la volonté de toujours progresser, me réaliser et faire de mon mieux. Par rapport au trait de personnalité de timidité, j'ai parlé de la façon dont il était justement mis à profit. Est-ce que tu as des mentors et quel message te portent-ils? Je vois qu'il y a un poster de... J'arrive pas à voir avec le soleil. La grande Catherine Ribeiro. Catherine Ribeiro. Ah oui, Catherine Ribeiro. Extraordinaire. Elle s'est rebellée. Enfin, je ne sais pas si c'est un mentor que tu allais citer, mais... Une égérie de liberté. C'est comme ça que s'appelle son anthologie d'ailleurs, Liberté. C'est toute une affaire apprendre à être libre. Toute une affaire. Et scientifique, il a fallu apprendre l'émancipation, la liberté de travailler sur le problème qu'on veut, comme on veut, avec les personnes qu'on veut. Ça n'a pas toujours été simple. Passer dans le monde administratif, puis dans le monde politique, j'ai trouvé d'autres chaînes. Et apprendre à s'en libérer a été aussi un apprentissage. Et en même temps, j'étais tellement attaché à cette notion de liberté. Comment combiner la liberté et la loyauté? Toute une affaire. J'ai pas de héros en particulier. Catherine Ribeiro est l'une de ces figures. Il y en a d'autres, tellement d'autres. Un de mes modèles, un de mes héros était John Nash, le grand mathématicien, avec sa créativité inouïe. Il n'a vécu que peu de moments de bonheur dans sa vie, mais ce qu'il a fait était tellement extraordinaire. Dans les artistes, dans les écrivains, toujours, c'est la liberté et l'audace que je vais admirer. En matière politique, les révolutionnaires et les pacificateurs. Comme qui? Ça pourrait être un Pierre Mendès France. Ça pourrait être, pour son côté révolutionnaire bâtisseur, Napoléon. Côté bâtisseur, sans limite. Ta vie, Cédric, est-elle un stage d'amour comme la mienne ici-bas? Oh. On peut dire ça. Il faut prendre amour au sens très large. Parce que, et par exemple, en politique, c'est aussi une relation très affective qui s'établit entre soi et ses sujets, entre soi et les citoyens. Et selon que ça marche ou pas, selon qu'on fait une démarche qui prend ou pas, un meeting qui marche, c'est tout entier, dans l'affectif, le cœur qui bat. En conclusion,
Faut-il tout oser demander dans la vie? C'est une vraie question. C'est une vraie question, parce que derrière la question du partage, j'ai acquis cette conviction qu'il y a des moments où on veut se réaliser et forcément ça va se faire au détriment de quelqu'un. J'ai eu ma médaille Fields qui m'a ouvert tant de possibilités. Ça s'est fait au détriment de quelqu'un d'autre qui l'aurait eu si ça n'avait pas été moi. Et c'était décrocher la médaille Fields, c'était quelque chose qui était tellement incroyable. C'est le genre de choses qu'on ne formule jamais à voix haute, tu vois. On attend que ça vienne ou que ça ne vienne pas. On n'ose pas en parler. C'est à peine si on ose y penser, de peur que ça porte malheur. Puis ça arrive. Et ouais, il fallait oser se le demander. Tout en ayant conscience que forcément, ça empiéterait sur les possibilités de quelqu'un d'autre. Et d'autres occasions comme ça. Après, tout dépend. Trajectoire personnelle, trajectoire collective, la façon dont on entraîne ou pas les uns et les autres. Tout doit s'apprécier en fonction du contexte. Et si on demande trop pour soi, est-ce qu'on ne se coupe pas des autres? En ce moment, je suis aussi dans une situation où plusieurs possibilités qui s'offrent à moi de suite de carrière politique, des offres qui arrivent. Un statut qui s'est retrouvé raffermi ces derniers temps, on profite pour exiger quelque chose, pour demander ceci, comment choisir, c'est des vraies questions. Et j'essaie de trouver la bonne voie, toujours pareil, combinaison de ce que je ressens, de ce que je pense, et de ce que l'équipe autour de moi pense, influe et guide. Puis au-delà, quand vous êtes personnage public, c'est tous ceux, toutes celles qui croient en vous, vous ne voulez pas les décevoir. Si vous faites un choix, vous allez forcément décevoir certains, de la même façon qu'il y a des gens qui ont été déçus quand je suis passé de la science à la politique. Et il faut arriver à voir comment on va porter les espérances. Ça, c'était un exemple de... Bien sûr, c'était une grosse prise de risque, dans laquelle j'avais pas de certitude, et dans laquelle il fallait y aller avec une certaine dose de foi sur ce que l'avenir allait apporter. Il y a un moment où les choses arrivent vers vous et vous devez vous contenter. Tu dois te contenter de les canaliser. Ça vient, tu fais le tri entre ce qui t'arrive et d'autres où il faut saisir. Pourquoi as-tu accepté ma demande d'interview avec cette simplicité? Elle sortait de l'ordinaire, elle a été faite avec le cœur, visiblement. Il y en a tellement des interviews, on choisit celles qui sont originales. Donc c'est quoi le plus beau risque dans la vie, en un mot, s'il te plaît? En un mot, c'est... Mais ça vient avec, c'est l'engagement. Ça prend tellement de formes. Le mien aura été de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Merci du fond du cœur. As-tu une question? Le dress code orange? Ah, le dress code orange, je te la fais très courte. Le peu de temps où j'ai connu ma maman, j'avais donc, comme tu l'as compris, pas beaucoup de moyens. Et elle m'a fait un cadeau à la campagne, ce qui n'était pas tous les jours, et qui était une boule chinoise en papier, tu sais, très fin, pour mettre au-dessus de mon lit. Et un, elle me faisait un cadeau, et deux, elle m'a demandé de quelle couleur je voulais la boule. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je vivais à la campagne, je lui ai répondu orange.
Et du coup, ça ne m'a jamais lâché. Cette couleur m'a accompagné toute ma vie. Et c'est devenu un gimmick un peu too much parce que du coup, à chaque fois que ma femme ou mes filles me font un cadeau, c'est orange et tout est devenu orange. Voilà, pour te répondre. C'est bien ça. Donc c'est aussi de l'affection. C'est beaucoup d'affection.